Une fois que tu as eu cette expérience donc de plus de 15 ans dans le trading et vous avez vu donc son avis concernant le trading en solo, voilà, tous les risques que ça implique et la probabilité faible finalement de gagner de l'argent, en tout cas sur du long terme. Tu t'es ensuite posé donc pas mal de questions sur l'économie en général, sur l'économie réelle et connecté entre ton travail, donc la finance de marché et l'économie réelle. Et là, tu t'es rendu, là, tu as fait ton cheminement tranquillement et tu as compris qu'il y a un des gros problèmes, des gros problèmes de tout ce système finalement, c'est l'usure, c'est la dette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus entre la différence entre l'usure, la monnaie? Alors, déjà, moi, depuis tout petit, j'ai un problème avec la dette et l'usure. Tu vois, je t'ai dit, même quand j'étais trader, aucune dette. Les mecs achetaient des lofts, etc. Moi, je voulais rien. Je voulais le jour où j'ai l'argent, j'achète. Et si j'ai pas d'argent, j'achète pas. J'ai un grand frère. Il disait, tu traces une feuille en deux, à gauche ce que tu gagnes, à droite ce que tu dépenses. Et tu dois gagner un peu plus que ce que tu dépenses. Voilà, il n'y a pas ni dette ni rien. Donc j'avais vraiment problème avec tout ce qui est intérêt, usure, et c'est pour ça que je suis allé vers les actions. Donc on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bien sûr, il y a 2 types de banques de marché, même 3. Il y a ce qu'on va dire tout ce qui est crédit, intérêt, obligations, etc. Il y a tout ce qui est forex et tout ce qui est actions. Donc moi, je voulais aller soit au forex ou soit aux actions. Et bien sûr, entre les 3, ça dépend des banques, mais en France et dans les dérivés, surtout à l'ASG, c'est le département actions et indices qui était un peu le département phare de l'ASG, la poule aux œufs d'or de la banque. Et donc, c'était parfait pour moi parce que je voulais pas faire du crédit. Donc, je suis allé vers les actions. Ce qui est sale dans les actions, pour dire, mais ça met du temps à se rendre compte, c'est plutôt le caractère un peu spéculatif. C'est que soit toi tu fais un peu de spéculation, ou soit t'aides les autres à faire de la spéculation. Et ça m'a mis du temps à le comprendre, tu vois, que c'était pas terrible. Mais quand même, je pense que vers 2006, 2007, je m'en suis rendu compte bien. Justement, je vais poser juste une question que j'ai oublié de te poser précédemment avant de passer complètement sur la partie usure. Tu fais quand même la distinction entre l'investissement spéculatif intraday, c'est-à-dire faire du trading arbitrage dans la journée, vraiment pour faire de la spéculation, et de l'investissement sur du long terme, par exemple, où tu vas acheter une action, par exemple, un stock comme, je sais pas, Tesla, et parce que tu estimes que sur 10 ans, 20 ans, voilà, c'est une boîte qui va prendre de la valeur, et donc c'est quelque part un moyen de faire fructifier son épargne. Est-ce que tu fais pour toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, c'est plus profond que ça, en fait. C'est que avant, bien sûr, ce que tu viens de décrire, la deuxième phase, là, pour moi, c'est ce que je disais aux gens, c'est si tu investis en bourse, il faut que ça soit sur du long terme, etc., et que c'est pas un jeu. Si tu fais de l'intraday, t'achètes, tu vends, t'achètes, etc., tu sers à quoi, en fait? À quoi tu sers et pourquoi tu le fais et qu'est-ce qu'il y a comme but derrière? Et en fait, c'est juste une perte de temps, en gros. Le problème, c'est que 80% du temps, c'est une perte d'argent aussi. Donc, ça, c'est des statistiques officielles. Hein. Tous les boursicoteurs, 8 fois sur 10 perdent de l'argent. Et donc, pour revenir à ta question, et ça marche pour l'immobilier, parce que en fait, moi, quand je suis sorti du trading, j'ai eu des petites expériences dans l'immobilier. Donc, on achetait des immeubles, on les retapait, on essayait de revendre. Et j'ai compris que en fait, que ça soit les actions ou l'immobilier, en fait, c'est corrompu par l'usure. C'est-à-dire que si l'immobilier est très 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 haut et que ça fait flipper quand toi tu rentres avec ton argent pur, que tu t'es pas endetté, etc. Tu dis si demain il y a un petit crack, je vais tout perdre. Tu vois, si ça s'emballe, etc. Alors en Angleterre à l'époque c'était le Brexit, ça commençait à baisser, etc. Et tu te commences à te dire mais qui va pouvoir emprunter et acheter à des prix comme ça? Parce que c'est très très cher ici à Londres. Dans le marché maintenant, c'est tellement haut à cause des politiques de la Banque centrale et qu'il y a des gens qui sont capables d'emprunter à 0%. Ils remboursent aucune mensualité. C'est-à-dire qu'ils vont emprunter sur 5 ans, ils ne remboursent aucune mensualité. Ils achètent des actions avec. Ils touchent des dividendes, 3% de dividendes. L'action ne fait que de monter parce que la BCE ne fait que de faire ses bêtises à réinjecter de l'argent dans les marchés. Et en fait, tu te dis, en fait, c'est pollué.
Il faut fuir tous ces trucs-là. Moi, je conseille aux gens, investissez dans vos business, investissez dans des choses qui sont liées à l'économie réelle, rentrez avec vos potes dans des business très très simples, au niveau local. C'est ça qu'il faut faire. Moi, en 2006-2007, tu vois, je suis trader, j'ai jamais pris de crédit, jamais pris de dette, jamais investi une seule thune dans une action, mais j'ai ouvert plein de business avec mes potes, avec la famille. J'ai acheté des choses dans l'immobilier, dans des terrains, de l'agricole, etc. Je suis très terre à terre. Et c'est pour ça que j'ai cette liberté-là aujourd'hui et l'esprit libre et serein. Parce que j'en connais qui sont comme moi, qui ont fait de l'argent dans la finance, mais qui regardent constamment les cours, qui regardent ce qui se passe, comment, etc., s'ils ont fait des bons investissements ou pas. Tu vois, en fait, quand tu vas investir dans Tesla, tu vas pas aider Tesla. Parce que 97% des trades qui sont faits dans les actions se fait sur le marché secondaire. Tu n'es pas là à apporter de l'argent à Tesla qui va investir ton argent dans un projet. Tu es là pour dire à quelqu'un qui a de la Tesla, moi, je veux l'avoir à ta place. Donc Tesla, lui, il n'a rien à voir. Tu vois, il va pas. Donc toi, tu dis, c'est déjà un peu plus propre, c'est déjà beaucoup moins risqué, mais ça reste pas la solution la plus éthique. Non, c'est pas une histoire d'éthique. C'est que c'est éthique de faire ça, mais c'est pollué par la dette. Alors comment on va dire on va dire tu contribues moins à l'économie réelle. Voilà, exactement. Tu restes dans du virtuel, quoi. Voilà, exactement. On enchaîne sur la partie où je t'ai interrompu sur l'usure, la monnaie, la dette. Concrètement, comment on différencie finalement donc la monnaie, la dette, parce qu'aujourd'hui, tu dis que l'immobilier, le crédit, tout ça, ça repose, c'est corrompu, ça repose sur l'usure. Mais l'usure, elle est partout aujourd'hui. Il y a de la dette partout. Comment tu fais la distinction et voilà, comment tu t'arrives à séparer les deux? Ok, bah comme je t'ai dit, je suis parti d'une question. En 2016, en septembre, je revenais de vacances, je m'étais bien reposé, j'avais l'esprit libre. Et donc, je suis parti dans 4 mois de réflexion et de documentation. Et j'ai eu comme, une énorme révélation. J'ai eu du mal, en fait. Tu te bats contre même ce en quoi tu avais toujours cru. Parce que pour moi, d'une certaine façon, la dette, c'était quelque chose de bien, même si je l'ai jamais faite. Je me suis dit, c'est quand même le moteur de l'économie parce que on est tous un peu feignants, on a envie de rien faire. Et la dette, ça t'oblige justement à travailler et à devoir la rembourser. Ok. Mais après, et je me suis dit aussi, quand j'ai regardé ça, que tous les phénomènes qui sont un peu bizarres dans le monde sont tous liés à l'usure. Et sans usure, il n'y a pas de dette. Et sans dette, il n'y a pas d'usure. Tu comprends? C'est que si les gens poussent à la dette, les banquiers, c'est pas pour te faire plaisir. C'est parce qu'ils veulent derrière toucher des intérêts. C'est-à-dire, et là, ce que j'ai découvert, et c'est assez, moi je suis très honnête, pendant 16 ans, je travaillais dans les marchés à traiter des milliards, mais je m'étais jamais posé une seule seconde comment on crée l'argent, tu vois, je m'en foutais un peu. D'ailleurs, je comprenais pas, j'ai dit, mais comment je peux prendre des positions aussi grosses, mais il le sort d'où l'argent à la banque? Il est vraiment infini, quoi. Tu vois, j'arrivais même pas à mes limites de risque, alors que les positions étaient très très grosses. C'était très très rare quand j'arrivais aux limites de risque. Et, qui était de combien? mais ça veut rien dire en fait, parce que les limites de risque, c'est te dire, il y en a plein. Si ce stock fait moins 25%, tu dois pas perdre plus de 8 millions d'euros. Si cette action coupe son dividende, tu dois pas perdre plus que 500 000 euros, etc. Donc tu en as des milliers. Et tu as un tableau de bord avec tous tes milliers de risques. Quoi, des milliers? Non. Par stock, on va dire, par action, tu as une trentaine de limites de risque à suivre. Et donc je me suis dit, mais d'où sort cet argent? Mais je pas creuser plus que ça. Et quand je suis sorti, j'ai creusé. Et en fait, tu te rends compte que la finance, je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que c'est des gens qui l'ont fait d'une façon, des instigateurs qui l'ont fait de façon raisonnée, ou est-ce que c'est vraiment le cerveau humain qui, petit à petit, au cours de l'histoire, par l'ingéniosité, a mis en place ce système? Mais c'est juste démoniaque, en fait. C'est que un jour, un ami, ancien boss, me dit est-ce que je vois que tu t'intéresses à la dette, à l'usure? Déjà, c'est lui qui m'a convaincu que la dette, c'était pas bien. Et je peux te dire que je me suis embrouillé avec lui pendant des heures et des heures pour lui dire non, c'est bien, non, c'est bien. Et à la fin, il m'a convaincu. Après, c'est moi qui me battais
contre lui pour lui dire non, c'est pas bien. Mais en fait, il m'a dit, ce gars, bon, il était plus élevé que moi dans la hiérarchie, il m'a dit, mais est-ce que tu sais comment on crée l'argent? Je lui dis, bah ouais, c'est la BCE, la Banque centrale qui crée l'argent, et elle le prête à des taux bas aux banques, et il est assez aux banques de réinjecter cet argent dans l'économie via des prêts. Parce que je savais que l'épargne, c'était pas vrai, c'est un mythe, quoi, que les banques prêtent l'épargne, c'est pas vrai. Donc, il m'a dit non, pas du tout. En fait, la banque, elle n'a pas l'argent, ni de la BCE, ni rien du tout. La banque, elle crée l'argent au moment où toi, tu viens et tu lui demandes un crédit. C'est à ce moment-là qu'elle crée l'argent. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu dis, moi, voilà, il y a une petite maison à 250 000 euros dans la région parisienne, elle m'intéresse, etc. Tu vas voir ton banque et lui, tu le vois, il fait des petits calculs, on dirait qu'il va chercher l'argent dans un coffre. En fait, il n'a pas l'argent, il n'a rien du tout. D'une certaine façon, il n'a même pas 3% de 250 000 euros. Donc, il a 7 500 seulement, tu vois, en capitaux propres, la banque. Derrière, lui, il te fait croire qu'il va te prêter l'argent, que c'est de lui qui l'a, mais il n'a rien du tout. Il a une chose, en fait, il a une responsabilité, c'est que tu le rembourses. Parce que si tu ne le rembourses pas, c'est lui qui en a la responsabilité. Alors ça, c'est ça qui est joli, si tout le monde ne rembourse pas, c'est l'État qui a la responsabilité. C'est un peu ce qui s'est passé en 2008 avec tous les bail-out, tous les rachats des banques, etc. Et c'est ce qui a failli se passer en 2020. Sauf que là, c'est pas l'État qui a intervenu, c'est la Banque centrale qui est venue à la rescousse des banques. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est que tu rembourses. Parce que pourquoi? Quand tu vas rembourser ton crédit, lui, il va détruire la monnaie qu'il a créée. Et il va garder qu'une seule chose, ce sont les intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il a, le banquier, comme intérêt? Donc, tu dis qu'il crée la monnaie, il te la prête, tu rembourses, il redétruit la monnaie derrière. Et il garde l'intérêt au passage. Alors, il crée la monnaie, il te la prête. Quand toi, tu rembourses, il la détruit, la monnaie, comptablement. Ouais, et il garde les intérêts. Plus. Et il garde les intérêts. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a comme intérêt, le banquier? C'est de prêter un maximum d'argent à des gens qui sont capables de rembourser. Ça, c'est le premier point. Quand lui va décider de prêter ou pas, il ne va regarder qu'une seule chose, c'est en gros, on va dire, le profit et le risque. Par exemple, s'il va prêter à des gens sur l'immobilier, il se dit j'ai peu de risques. Parce que le logement, les gens, ils vont pas vouloir risquer ou se sauver, parce que c'est quand même leur toit. Tu comprends ça, Faudil? Donc lui, il va vouloir te prêter pour une maison. Et surtout, ça lui rapporte beaucoup d'intérêt, parce que ça garantit un prêt sur 15, 20, 25 ans. Mais aussi, il se dit, si toi, tu rembourses pas, moi, je prends ta maison, je la vends, et je reprends ma mise, et toi, ce qui reste, c'est pour toi, et je m'en fous un peu d'ailleurs s'il te reste rien. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'ils vont favoriser les crédits immobiliers. Donc sur 60% des crédits qui existent de nos jours, 1200 milliards, c'est que de l'immobilier. C'est que de l'immobilier. Ouais, c'est fou. Et principalement pour des personnes qui ont les moyens, forcément. Alors voilà, c'est ça ce qui se passe. Alors ça, c'est la deuxième phase du crédit. Et c'est juste, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi socialement c'est très mauvais. Lui, quand il... Alors, je vais te la faire comme si c'était deux amis qui discutent. Tu vas voir ton banquier, tu dis j'ai trouvé une bête d'affaires, une maison, etc. 300 000 euros. Il faut vraiment que tu me les prêtes, etc. Il va dire non, je te prête pas. 300 000 euros, c'est trop risqué. Regarde ce que tu gagnes, etc. Non, je te prête pas. Tu dis vas-y, allez, c'est quoi le taux normalement? Il dit ouais, c'est 1% pour les gens qui sont aisés, mais toi, tu es trop risqué. Tu dis, vas-y, mais c'est pas grave, je suis prêt à payer plus que 1%. Donc, tu dis, vas-y, je te le fais à 2%. Non, t'es trop risqué, même à 2%, c'est pour ton bien. Et à 3%, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Les mecs de ta catégorie sociale, sur ce genre de prêt, en moyenne, ont 2% de chance, ou 1,5% ou 0,5% de ne pas rembourser sur un prêt immobilier. Donc, à 3%, statistiquement, je ne vais pas prêter qu'à toi, je vais en prêter à beaucoup des comme toi. En fait, tu peux pas dépasser le taux d'usure de la Banque de France. On va dire à 2,5 maintenant, on va dire. Ça dépend des échéances. Et dire, moi, au lieu de prêter aux riches à 0,8, et je suis sûr qu'il va me rembourser, lui, à sa catégorie sociale, ces gens-là, en plus, ils comprennent rien, je vais lui prêter à 2,5. OK? Et je vais avoir plus de gens qui vont pas rembourser, mais au global, je vais gagner de l'oseille. Tu comprends? Ouais, je comprends bien.
Et quand tu fais ça, quand tu fais cette logique-là, c'est fou, parce qu'en gros, j'ai fait des simulations toutes bêtes, hein. En gros, ils s'enrichissent plus avec les pauvres, quoi. Exactement. Et c'est pas ça. Regarde, écoute bien, hein. J'ai regardé sur le même emprunt un riche et un pauvre. OK? Mhm. Et j'ai pas voulu aller très très loin sur l'écart. J'ai dit un mec emprunte à 1% sur 20 ans. Mhm. OK? Et un autre, il veut exactement la même mensualité et le même montant, mais à 2%. Eh ben, il faut qu'il emprunte sur 25 ans. Il y a 5 ans de différence. Il y a 4 ans et demi ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte ce que c'est, 4 ans et demi? C'est Ces énorme. 4 ans et demi là, tu peux les passer à éduquer tes petits-enfants, parce que c'est à la fin, tu vois? Mm. À éduquer tes petits-enfants, à leur payer des profs de maths, du piano. Et dis-toi, sur plusieurs générations, comment ça se passe. Et surtout, il n'y a pas que le crédit pour la maison. Il y a le crédit pour la voiture, il y a le crédit pour ceci, pour cela. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est que les banquiers, c'est des gens, ils sont très très intelligents. Ils te disent, Mm. mais t'as rien compris, c'est le coût du risque, c'est ceci, c'est cela. Donc, ils ont des logiques. Et j'ai fait un thread ce matin. Ça s'appelle... Mhm. j'en ai fait 2 d'ailleurs, parce que j'étais en forme, mais j'ai fait 2 threads, mais j'en parle souvent de ça. C'est qu'en fait, c'est des gens, ils partent d'un postulat, c'est que l'argent, toute la finance repose sur une chose, c'est que c'est la commercialisation du temps. C'est-à-dire que moi, je peux prendre le temps, me l'accaparer. Tu te rends compte Mm. ce que c'est que le temps? C'est plus important que l'air. Il est infini, le temps. Je peux Mm. me l'accaparer, OK, et en faire commerce. Mais avec une règle, il coûtera plus cher aux pauvres qu'aux riches. Et donc, qu'est-ce qui crée là? Une distorsion du temps. Tu vois, c'est très philosophique ce que je te raconte, Mm. Complètement. mais il y a une conséquence sociale qui est gigantesque. Quand tu Alors, dis les... en gros, quand tu dis en Ouais, gros avec le, en fait, il fait du commerce avec le temps, c'est-à-dire que lui, finalement, il vend rien du tout, il va gagner de l'argent contre rien du tout. C'est ouais, juste surtout contre ta force de travail finalement que tu vas exactement. lui rembourser. Et plus t'es pauvre et plus il va gagner d'argent sur toi. Ouais, ouais. En gros, Coluche, il dit plus t'es pauvre et plus tu payes. Il a un sketch sur ça. Plus tu es pauvre, plus tu payes. Et en fait, Et et cette logique, alors je vais t'expliquer sur cette logique. En fait, eux, ce qu'ils disent, Mhm. ils disent ouais, mais si on prête pas aux pauvres, il pourra jamais sortir de sa condition de pauvre. Mais si tu veux qu'il sorte de sa condition de pauvre, mets-le à pied, avec les mêmes règles que le riche, tu vois. Surtout que l'argent, c'est pas le tien. Si l'argent n'est pas le tien, que voire tu... favorise-le puisqu'il est plus pauvre. Tu m'étonnes. Là, tu vas trop loin, là. Ils vont te lapider, là. Ah non, mais je te jure, c'était une discussion dans la salle de marché. Moi, tu vois, ces discussions-là, je les avais à l'époque, hein, parce que nous, on fait pas Ouais. de taux, tu vois, on en a rien à foutre. On en Mhm. discutait sereinement, tu vois. Il y avait Mhm. des discussions incroyables. En gros, euh, ah, tu m'as coupé. Je Ouais. parlais de quoi? En fait, oui, Tu disais. normalement, regarde, c'est comme si tu allais acheter une baguette à la Mm. boulangerie. Tu rentres dans la boulangerie et elle te regarde, elle voit t'es maigre, t'as faim, elle te dit 2 euros. Et le gros là-bas, derrière, boursouflu, etc., elle va lui dire 1 euro. Ça n'existe pas, mon ami. Tu Allez, comprends? elle est pas mal Mais, cette image. mais surtout, c'est ça le pire, c'est que l'argent n'est pas à eux à la banque. Ça, C'est il faut que ça. vous le compreniez, c'est le nôtre, à tous. Parce qu'ici, il est à personne. S'il sort de nulle part, c'est que c'est le nôtre. C'est comme avec la BCE. La seule chose qu'elle a, la banque, c'est la responsabilité sociale de devoir être remboursée pour toucher les intérêts. Mm. Mais ce qu'elle fait, elle, quand on lui demande que ça, elle va aller là où elle est confortable. Elle va prêter, au lieu de prêter à des petits jeunes qui ont des idées, etc., C'est elle ça. va, tu vois, elle va prêter à des vieux qui veulent acheter une deuxième maison pour la louer à des jeunes. Donc, elles vont faire monter les prix de l'immobilier pour toucher leurs intérêts et pour être confortables. 60% des crédits sont sur l'immobilier. Déjà, un. Deuxièmement, ce que ça va les pousser à faire. Tu viens, tu dis voilà, j'ai une petite association, on a besoin de rien, 10 000 euros, mais on va faire des kermesses, etc., dans le quartier, ou ceci, ou cela, hein, voilà, on va vendre des merguez et des frites, il nous faut du matériel dans les stades de foot, mais ça n'a rien à foutre, tu leur apportes rien. Tu arrives, tu dis ouais, je veux investir dans le gaz de schiste aux US, tu t'appelles la Société Générale, et là on parle de milliards, elle va vouloir prêter à ces gens-là, donc elle va investir dans du sale, tu vois, Mm. et pas dans Donc la en gros, jeunesse et pas dans le social. Donc en gros, le fait que tu leur laisses à ces gens-là de décider où est-ce qu'ils doivent emprunter, ou prêter, pardon,
Tout à fait. Moi, j'avais une idée bête, hein, parce que je déteste les taux d'intérêt, je déteste la dette, mais je disais, quitte à faire ça, il faut qu'il y ait des bonus-malus. Tu prêtes à un jeune pour acheter sa maison, bah voilà, lui, il a un bonus de 0,5 par rapport à un vieux qui veut racheter sa deuxième, même de 2% par rapport à un vieux qui avait acheté une deuxième une maison, tu vois. Pourquoi? Pourquoi on lui prêterait à lui en tant que société? Je préfère le prêter à un jeune, tu vois. Tu veux prêter à un gars qui va investir dans le trading haute fréquence et qui va bah lui, il a un malus de 5%, parce que ça n'intéresse pas ce business-là, il apporte rien. Par contre, tu veux il y a quelqu'un qui veut faire du bio, un agriculteur, mets-le bien, prête-lui à 0%, même à moins 1%, il va nous faire du bien ce gars-là. Il parle d'écologie, etc. C'est des gros mythos, tous. C'est ce message que je veux relancer. Tout ce qu'ils appellent la finance verte, etc. C'est des gros mythos. Mais justement, ça, c'est le prochain business. C'est le prochain business de la finance verte. Parce que s'ils veulent vraiment verdir l'économie, il y a des moyens de le faire. Ouais. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer d'un point de vue un peu plus là on était terre à terre, donc au niveau du terrain, mais un peu plus high level, comment se fait-il, si tu veux, là, historiquement, enfin aujourd'hui on sait que les intérêts représentent les 2/3 de la dette française, c'est-à-dire que dans la dette française, cumulé, tu veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et que, grosso modo, en fait, le total de la dette, c'est pour les 2/3, c'est de l'intérêt. Et historiquement, la France empruntait au Trésor à 0 intérêt. Et ensuite, ils ont décidé de passer donc par les banques et de se financer avec intérêt. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et je crois qu'en plus que tu avais même partagé une vidéo de Guillemin, je crois qu'il s'appelle, qui nous expliquait même historiquement comment s'est constituée la Banque de France. Alors, je ne sais pas si c'est un lien ou pas sous Napoléon, mais voilà. Pourquoi aujourd'hui les États empruntent, pour faire simple, pourquoi aujourd'hui les États empruntent avec un taux d'intérêt? Quand on a guillotiné le roi en 93, 7 ans après, on a créé la Banque de France. C'est-à-dire que ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour que des gens, des privés, aillent voir Napoléon. Ils disent, viens, on va créer la Banque de France. On va l'appeler Banque. Qui sont ces gens? C'est des grands banquiers. Il y a un Suisse et des Français, et qui vont se dire, et même Napoléon va être actionnaire de cette banque. En fait, ils vont dire, on va te rentrer toi, et après, en fait, c'est toute sa famille qui est rentrée. Donc c'est une banque privée finalement à la base, qui avait un nom. Et justement, qui avait un nom qui s'appelait Banque de France pour amadouer un petit peu le peuple. Comme Bank of England, Fed ils arnaquent le monde. Tu comprends? Et donc la Banque de France était privée. Elle a été privée jusqu'à la guerre. Il a fallu une guerre mondiale, des millions de morts pour que les banques commencent à être nationalisées. Banque de France nationalisée en 1945, la Banque d'Angleterre en 1946. La Fed est toujours dans un statut un peu bâtard entre alors les 12 banques régionales sont privées, mais il y a derrière toute une organisation où l'État a son mot à dire sur l'organisation. Donc c'est semi-privé, on va dire. La BCE, la banque alors la Banque centrale européenne, elle est autre chose. Alors en fait, elle est faite de banques nationales qui sont actionnaires. Et quasiment toutes les banques nationales sont nationalisées, sauf à ma connaissance c'est la banque belge, qui est 50% privée et 50% détenue par qui est publique à 50%. Et donc ça va durer, mais le problème c'est pas ça, c'est que ça va durer pendant la Banque de France, ça va durer pendant donc on a dit 145 ans, où ça va être complètement privé. Mais une fois qu'ils ont mis les règles du jeu en place et qu'ils ont placé les banques commerciales, etc., le fait que c'est devenu étatique, ça a permis quand même de mettre quelques règles. C'est-à-dire que De Gaulle, quand il est arrivé, une fois qu'il y a une guerre, le cycle de l'usure est ce qu'on appelle reseté. Tu vois, moi, en 2016, j'utilisais ce mot, reset, réinitialisation, etc. Là, je vois qu'il est à la mode. C'est pas besoin d'être complétiste. Hein. C'est que l'usure, c'est un phénomène de boule de neige. C'est-à-dire c'est un phénomène exponentiel. C'est-à-dire que j'avais donné un exemple, si tu prenais l'équivalent en or, l'équivalent d'1 centime de nos jours, c'est-à-dire une poussière d'or, et que tu le mets tu l'investis à 5% chaque année, et tu le passes à chaque fois à tes enfants, qui passent à leurs enfants, etc., jusqu'en l'an 2000, en leur disant, les gars, réinvestissez à chaque fois. Ne touchez pas à l'argent. La poussière d'or devient l'équivalent en l'an 2000, c'est hallucinant ça, écoute bien, le 1
le 1 centime devient en l'an 2000 l'équivalent de 410 milliards de terre en or. 410 milliards de poids de la terre en or. Voilà c'est quoi l'usure. Donc il y a un esprit humain qui est normalement constitué, comprend qu'à un moment, il faut que ça pète. C'est ce qu'on appelle des mouvements exponentiels, la nature humaine, la nature, pardon, l'écologie, etc. Les phénomènes exponentiels ne peuvent pas durer ad vitam aeternam. Il arrive un moment où ça doit péter. Et ça pète comment? Ça pète par des guerres, ça pète par les corps qui lâchent, ça pète par de la colonisation, ça pète par les effets de domination qui s'exacerbent. Et donc, dans le cycle de l'usure où on est là, le reset a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1928, les inégalités de richesse aux US étaient au plus haut. Ouais. Les gens se mettaient à parier dans tous les sens, il y avait des traders dans tous les sens qui ont commencé à faire de l'oseille. Et il y a eu une exacerbation des inégalités de richesse, puis le krach d'octobre 29. Donc le jeudi noir, 24 octobre et le 29. Okay, pendant une semaine, un énorme krach qui va conduire à la crise économique des années 30, la montée du nazisme en Europe et des nationalismes dans le monde, et qui vont nous conduire à la guerre. Parce qu'il faut comprendre, hein, la guerre, c'est vraiment le business des gens de la dette. Hein. Il y a pas mieux pour faire de l'oseille quand tu es dans le business de la dette, dans la finance, que de financer des guerres. Ce qui derrière a enchaîné sur les 30 glorieuses, la période la plus faste économiquement. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que justement, une fois que tu as tout détruit, on peut recommencer de nouveau. Et en 45, ce qui s'est passé, c'est que... Pourquoi je parle de tout ça? Je veux pas que les gens ils parlent de 1973. Ça, c'est de donner le bâton aux autres pour qu'ils nous battent. Tu vois, 1973, Pompidou, 1973, Rothschild, blabla. C'est plus compliqué que ça. Je vais bientôt arriver à... Donc une fois que le monde est détruit, qu'il y a eu 50 millions de morts, maintenant il faut reconstruire. Et les inégalités de richesse ont rebaissé. Et donc on est revenu à des choses un peu plus normales. Et le politique, une fois qu'il y a une guerre, les usuriers, je sais pas, ils vont se cacher, comme des rats, je sais pas où, ils vont se cacher. Et là, le politique prend le pouvoir. Et en général, c'est des gens qui sont assez valeureux qui prennent le pouvoir, que ce soit les communistes ou De Gaulle, etc. Il y a l'Union nationale, ils ont nationalisé quasiment toutes les banques, toutes les assurances, Renault, quasiment toute l'industrie, ok, et ça repart. Ok, il y a eu les 30 glorieuses, et pendant ces 30 glorieuses, il n'y a quasiment pas eu de dette. Mais le cycle de usure repart. Et donc, il y a des gens, des forces de l'argent, commencent à refaire de l'argent, commencent à être plus forts politiquement, et commencent à imposer leurs règles. Et ce qui s'est passé, en fait, la vraie date qu'il faut noter, c'est pas 73, c'est 71. En 71, les États-Unis, qui avaient créé à Bretton Woods le nouveau système monétaire international, avaient amadoué un peu tout le monde en disant oui, vous inquiétez pas, le dollar sera adossé à l'or. Donc jusqu'en 71, le dollar était adossé à l'or, il n'y avait quasiment pas d'inflation, etc. Et c'était fait pour les échanges internationaux, pour les écarts, les différences. Et petit à petit, il y a les Anglais et les Allemands, et surtout De Gaulle, qui vont se rendre compte que, en fait, c'est un pouvoir exorbitant qu'on a donné aux Américains, et que, en gros, ils peuvent créer autant de monnaie qu'ils veulent par de la dette. Et ils vont commencer à retirer leur or. Et les États-Unis, eux, qui étaient en train de financer la guerre du Vietnam, qui étaient en train de financer la conquête spatiale et la guerre qui coûte très très cher, la guerre froide, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, écoutez, c'est fini cette règle du jeu-là, on ne tient pas notre parole. L'or, le dollar, il est adossé à rien du tout. Merci, au revoir. Maintenant, vous le voulez ou vous le voulez pas, c'est pareil. Et ben là, il y a eu une dévaluation du dollar, et d'un seul coup, les devises ont commencé à bouger dans tous les sens, les matières premières aussi, et il y a eu le choc pétrolier de 73. Et c'est là, en fait, que les États ont commencé à avoir des déficits, ok? Et c'est là qu'il y a eu des lois en même temps pour... comme il y a eu plein de changements sur les cours, etc., la finance commençait à prendre de plus en plus de poids. Et c'est là qu'il y a eu de plus en plus le privé a pris le dessus petit à petit sur les politiques, et qu'on a commencé on a commencé vraiment à leur donner un pouvoir. Et un de ces pouvoirs-là, c'est de dire, bah, maintenant, l'État, s'il veut se financer, qu'il aille se financer dans le marché avec un taux d'intérêt du marché. C'est quoi la logique derrière? C'est pour dire,
que ça soit pas open bar pour lui. C'est pour le responsabiliser, la logique officielle. Mais la vraie logique, c'est pour que des gens se fassent de l'oseille par des intérêts. Et si la Banque de France avait financé, on va dire, à 3% sans intérêt chaque année, à partir de 73, en 2008, on n'aurait eu quasiment pas de dette publique. Ok. Donc là, je racontais un peu 8 siècles en 2 secondes, mais ouais, c'est très bien. j'ai simplifié à fond. Franchement, je ne rentre pas rentrer dans le détail. J'ai pas rentré dans le détail. Non, magnifique. Franchement, tout le monde a suivi vraiment à fond. Là, on a bu tes paroles. Et justement, donc là, on arrive donc à l'époque moderne. Et donc, en quoi cette usure maintenant, en 2008, donc la crise financière des subprimes, et actuellement en 2020, en quoi cette dette, elle écrase finalement le peuple, en quel sens? Parce que le peuple, lui, il ne le ressent pas forcément, la population ne ressent pas forcément les effets de tous les jours. Enfin, tu vas me contredire, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et j'allais te dire, et en quoi donc la finance et même l'immobilier, et en quoi en fait les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent? Ok. Tu sais, là, quand je parle, je rigole, etc. Mais en fait, au fond de moi, je boue. Mais pourquoi je rigole? Parce que c'est tellement gros. Moi, ça me fascine. C'est énorme, ça me fascine. En fait, mais derrière, t'inquiète pas, il y a vraiment un esprit de justice. Et en fait, ce qui s'est passé, avant d'arriver à aujourd'hui, je vais te raconter ce qui s'est passé en gros entre 71 et 2008. Ok? Donc là, on est post-choc pétrolier. Voilà, et c'est plutôt que le choc pétrolier, c'est plutôt post la fin des accords de Bretton Woods. Plus rien. Création de l'Europe aussi. Ça c'était avant. Mais alors, la logique européenne, c'est une logique, il faut bien comprendre ça, c'est un autre sujet, mais c'est une logique de marché. C'est une logique de marché. Et quand je dis de marché, c'est de libre-échange, mais aussi de marché financier, en fait. La BCE, par exemple, par la loi, c'est un peu ce que tu racontes avec la loi de 73, il y a eu Maastricht après, et après il y a eu Lisbonne. C'est qu'en gros, la Banque centrale, quand elle a de l'oseille à prêter aux États, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas prêter à la Grèce si elle galère, elle ne peut pas prêter à la France. Elle est obligée de passer par les marchés financiers, et elle est obligée de un peu faire un détournement, de détourner un peu les règles et les lois. Mais on va en revenir après. Mais il faut bien comprendre ce qui va se passer entre 71 et 2008. Entre 71 et 2008, là, les taux d'intérêt étaient élevés, très élevés dans les années 80, la fin des années 70, début des années 80, très très élevés, jusqu'au gouvernement Berugovac en 92-93. Et une fois qu'on a fixé les taux de change entre les différentes monnaies nationales de la zone euro, à partir de là, les taux ont commencé à baisser petit à petit, mais je ne sais pas si tu connais un grand frère ou un parent qui a acheté. Il pouvait, dans les années 90, ça pouvait monter à 12-13%. C'était LM 13% de mes parents. Voilà, et ceux qui ont acheté dans les années 2005, 2003, 2005, ça pouvait être du 4-5%. Ah, bon. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait les banques? Ils sont super malinés. En fait, je pense qu'ils le font même pas. C'est inconscient en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est l'être humain. Ce que je t'ai raconté à chaque fois qu'il y avait une loi, on la détourne, etc. pour les bonus. En fait, là, c'est pareil. C'est que l'INSEE, il y a un garde-fou pour la création monétaire. C'est qu'en gros, l'INSEE, chaque périodiquement, te dit les prix ont augmenté de temps, etc., etc. Et après, c'est annualisé. Et en gros, c'est quoi ça? C'est pour te dire que c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. C'est pour te dire que le coût de la vie devient plus cher. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils font l'État pour que les gens ne soient pas lésés? Pour que l'État soit pas lésé, ils augmentent tous les salaires des fonctionnaires, etc., du taux d'inflation. Ok. Mais il y a quelque chose qui ne rentre pas dans l'inflation. Et un des rôles de la Banque centrale européenne, justement, c'est de mener des politiques sur les taux d'intérêt pour que l'inflation soit contenue. Elle ne dépasse pas 2%. Okay, c'est même son seul mandat. Mais il y a quelque chose qui ne compte pas dans l'inflation, c'est le loyer. En fait, le loyer compte dans l'inflation, le logement
c'est-à-dire pour te loger juste à hauteur de 6%. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique qui dit que si toi tu achètes, en fait, c'est pas de la consommation. Tu es en train d'investir dans de la pierre. Mhm. OK? Et si tu loues, il y en a plein qui ont déjà acheté. Et donc, c'est pas l'immobilier, on va lui donner un tout petit poids. Et le fait Mhm. qu'on donne que 6%, pour que les gens comprennent, 6%, quelqu'un qui touche 2 000 € en France, l'INSEE, l'État considère que lui, il loue pour 120 €. Faut-il, t'en connais un qui touche 2 000 € qui Ouais, qui se loge à 120 €? Ça ouais, c'est un n'existe délire. pas. C'est un Mhm. délire. Et ben, qu'est-ce qu'ont fait les banques? Elles sont rentrées dans ce business du crédit immobilier et ont commencé à faire de la prolifération du crédit immobilier. S'il y a des gens qui veulent pousser un peu, je leur demande d'aller voir. C'est en anglais, hein, c'est le professeur Keane, Stephen Keane. Et lui, c'est un spécialiste de ces questions-là. Lui, il démontre que la bulle immobilière, c'est une bulle de crédit. C'est Mhm. pas une bulle de l'offre et la demande. C'est que Ouais, les bah. banques elles sont alliées plein pot dans ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand elles font ça? Mhm. Elles touchent des intérêts de folie, Mhm. mais l'immobilier fait que de monter. Et plus t'es vieux, plus t'es jeune, pardon, et plus t'as du mal à rentrer dans le ladder, comme on dit en anglais, c'est-à-dire prendre l'échelle de cette hausse. Tu Mhm. vois, il faut que tu mettes de côté, mais toi, tu as déjà mis de côté, que c'était monté, etc. Et donc, ils en ont tellement profité qu'à un moment, il faut comprendre, hein, sur 100 € de richesse créée, les usuriers, c'est-à-dire que moi, ce que j'appelle usurier, c'est au premier centime. Hein, je sais pas la définition de la Banque de France qui dit que le taux d'usure est à partir de. Pour eux, il n'y a que CTLM quasiment qui fait de l'usure. Donc moi, l'usure, c'est le premier centime. Les intérêts touchés en France ou même dans les pays de l'OCDE, c'est 21%, 18% par les banques, 3% par les particuliers. C'est-à-dire sur 100 € du PIB, c'est-à-dire sur 100 € de richesse créée, il y a 21 € qui va à des parasites. Les mecs, ils n'ont rien fait. Tout le monde se lève le matin, prend le RER, etc. Et la sueur, et ceux-là se font 21 €. Non seulement ils se font 21 €, et en plus, ils provoquent une inflation de l'immobilier qui n'est même pas compter dans les malheurs qu'ils sont en train de créer. Donc, Et en c'est gros, pour... tu dis, il s'accapare 21% de la richesse finalement Ouais, ouais, sans avoir produit. ouais, sans avoir produit. Tout en contribuant à l'appauvrissement, on va dire, ou voilà, au fait Ouais, et que en fait, ça rende la vie plus difficile, en tout cas ouais, pour, ouais, on peut dire regarde, même l'appauvrissement du peuple. des chiffres approximatifs dans le vieux, et Mhm. ceux qui ont Mhm. Internet, ils peuvent aller vérifier. Dans les années 68, les gens Mhm. mettaient entre 8 et 10 ans pour rembourser leur emprunt. C'est-à-dire les Mhm. crédits en moyenne étaient entre 8 et 10 ans. Mhm. Dans les années 90, c'est pas très loin, 80, au milieu des années 90, c'était 14 ans. Mhm. Aujourd'hui, c'est monté à un moment à peu près vers les 20, Mhm. 21, et là c'est Mhm. redescendu, je pense, à 19 ans. C'est-à-dire que on donne, arrêtez de regarder les prix, regardez combien de votre vie vous donnez pour acheter un logement. En ce moment, on donne Mhm. 19 ans. Dans les années 68, avec des taux qui étaient beaucoup plus élevés, on donnait entre 8 et 10 ans. Donc la logique de taux, elle n'est pas très claire en fait. Mhm. Parce que pourquoi? Parce que c'est à deux dimensions. C'est un, les taux d'intérêt, et deux, la prolifération monétaire, c'est-à-dire par le crédit. Est-ce qu'ils carburent à fond les banquiers ou pas? Et Mhm. ça, beaucoup de gens ne comprennent pas.